Très heureux de vous retrouver dans cette émission, le Club de l'actu, en ce dimanche 13 mai 2018. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission. Au sommaire, nous parlerons de cette déclaration d'Alpha Condé récemment au Forum de l'étudiant guinéen. Le président qui désormais va en guerre contre le mouvement syndical. On parle de ce nouveau remous qui a lieu dans le milieu syndical guinéen avec l'arrestation le dimanche dernier du secrétaire général adjoint de l'Union générale des travailleurs de Guinée UGTG, Abakar Sidi Kimara, a été arrêté à Boké vers 3 h du matin sur instruction du chef de l'État. Le syndicaliste est accusé d'incitation à la révolte, de tentative de troubles à l'ordre public et de réunions non autorisées. Après une semaine en détention, l'état de santé du prévenu serait défaillant et sa demande de mise en liberté provisoire vient d'être rejetée. Ajouté au Camara, il faut parler de ces pics d'Alpha Condé contre les deux plus grandes centrales syndicales du pays, le président guinéen, désormais prêt à en découdre avec les syndicats de quelque bord que ce soit. Comment analyse-t-on cette nouvelle posture d'Alpha Condé face aux syndicats? Va-t-on assister à une réplique du mouvement syndical guinéen de plus en plus divisé? Nous en parlons tout à l'heure dans cette émission, le Club de l'actu. Et puis, autre sujet majeur de l'actualité, c'est ce cas de Doura. La mort de l'opérateur économique a été confirmée récemment. Nous reviendrons largement sur cet enlèvement avec la séquestration et l'assassinat de cet opérateur économique, Elhadj Abdourahmane Doura, alias, non, plutôt Abdourahmane Diallo, alias Doura. Vous le savez, le corps de ce vieil homme a été exhumé le mercredi 9 mai dernier dans une forêt perdue à Mafaria, dans du Breka. 85% des personnes qui ont participé à ce kidnapping ont été arrêtées. C'est en tout cas ce que nous a appris la gendarmerie nationale. Comment cette opération a été menée et dans quelles circonstances Elhadj Doura a été exécuté par ses ravisseurs. Élément de réponse tout à l'heure avec nos invités sur ce plateau. Je vous rappelle que nous avons avec nous quelqu'un qui était proche du dossier. Et vous allez le voir tout à l'heure, c'est bien sûr notre ami Assimi Oussoiré, du site d'information Africa Guinée. Puis en fin d'émission, on parlera de cette menace de l'opposition qui veut reprendre ses manifestations de rue. Merci à tous de nous rejoindre. Je dis bonsoir à mes invités sur ce plateau. Assimi Oussoiré, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, merci. Je rappelle que vous êtes du site Africa Guinée et administrateur général. Oui. Avec nous également Thierno Amadou Camara du site d'information Mosaïque Guinée. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, merci. Les sites d'un côté et de l'autre les télévisions. Voilà, on a avec nous le correspondant de Africa Guinée, Emmanuel Milimono. Africa 24. Wow. Le correspondant d'Africa 24. Bienvenue à vous. Merci. Emmanuel Milimono. Mamadou Ouri Diallo de Gangan Radio Télé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Antoine, merci. Bienvenue à vous. Avant d'entamer cette émission, on va réagir à quelques sujets qui ont marqué cette semaine. C'est bien sûr ce cas d'accident survenu à Sangoya, entre un véhicule de l'ambassade de Russie et un jeune étudiant, Moustapha Bérété. Les images, vous les voyez à l'instant. On va tout de suite réagir à cette actualité. Mamadou Ouri Diallo, vous avez forcément suivi cette actualité avec ce cas d'accident et on apprend que l'ambassade refuse d'assister cette victime. Bon, ce cas d'accident, je crois que je l'ai vu sur Guinée Panorama. Peut-être la spécificité que ce cas a, justement, différemment des autres cas d'accident, puisque tous les jours que Dieu fait en Guinée, il y a des accidents mortels où souvent des gens sont blessés tout simplement. Mais comme on l'a appris avec vous, c'est que c'est le véhicule de l'ambassadeur de la Russie qui... L'un des véhicules de l'ambassade. Bon, l'un des véhicules donc, de l'ambassade qui a percuté ce jeune. Et selon la manière dont il a retracé on va dire le scénario, c'est qu'il n'a pas été touché par quelqu'un d'autre comme on l'a prétendu avant, que c'est un autre motard qui l'aurait touché et qu'il a donc précipité, qu'il l'aurait précipité au devant du véhicule de l'ambassade de la Russie. Selon ce qu'il lui, il aurait dit, et j'ai vu même la vidéo hier, le jeune, il avait du mal à le dire parce qu'il est vraiment dans un mauvais état à l'hôpital. Et donc, il a dit qu'il était, je ne sais pas, il s'était mis un peu à côté de la circulation pour laisser, je ne sais pas, passer qui. Après, il aurait repris la route. Et tout d'un coup, il a vu qu'il a été tapé par derrière par ce véhicule de l'ambassade. Mais sur le coup, il a perdu connaissance. Donc, ce dont lui se souvient, c'est que c'est ce véhicule-là qu'il a percuté. Et on voit dans quel état il est aujourd'hui. Maintenant, quand ça arrive comme ça, le constat doit être fait par la police scientifique en la matière. Faire le constat et savoir
qui n'a pas respecté le code de la route ou qui était en excès de vitesse, ainsi de suite, pour définir les responsabilités. Il se trouve que la police, selon ce qu'on apprend, conclut que le véhicule de l'ambassade a raison. Et donc ça veut dire que le jeune a eu tort. Est-ce que c'est lui qui s'est jeté devant le véhicule ou est-ce qu'il a été maladroit? Est-ce qu'il filait mal? On ne sait pas du tout. Toujours est-il qu'il est dans cet état à l'hôpital et qu'il a besoin de soutien. Est-ce qu'on peut en vouloir à la police puisque l'ambassade a dit qu'il faut le rapport de la police pour qu'elle sache si elle doit prendre en charge le jeune homme ou pas. Un rapport ici, le rapport dit que c'est l'ambassadeur qui a raison, qui n'est pas forcément impliqué là-dedans. Bon, je ne sais pas par quel moyen on peut les obliger à prendre le jeune en charge. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les personnes de bonne volonté commencent déjà à l'aider. J'ai appris qu'il y a Thibou qui aurait donné 10 millions et d'autres gens aussi se mobilisent pour cotiser afin que le jeune soit bien pris en charge. En pareille situation, Assimi Ousouaré, à votre avis, comment les choses devaient se passer? On parle là d'un véhicule, d'un diplomate qui percute un jeune étudiant et qui refuse de l'assister. Comment comprendre cette attitude? Écoutez, moi je pense qu'il faut d'abord exprimer vraiment sa compassion vis-à-vis du jeune en question. Parce que j'avoue que je ne me suis pas rendu à l'hôpital, mais j'ai vu les images du jeune étudiant en question. C'est regrettable ce qui lui est arrivé, mais encore une fois, moi je ne condamne pas de trop l'ambassade de Russie, sincèrement, parce que vous savez, il faut quand même connaître le mécanisme de fonctionnement des ambassades et même de certaines institutions internationales. L'ambassade de Russie a été très claire qu'elle attendait le rapport de police, c'est-à-dire que le constat fait par la police routière. Et malheureusement, ce constat-là était en défaveur du jeune en question. Donc je ne vois pas par quel moyen l'ambassade pourrait sortir 1 franc pour venir en aide au jeune en question. Parce que vous savez que c'est pas comme chez nous, comme les choses fonctionnent chez nous. Oui, mais là, on parle d'un véhicule qui circulait et qui a percuté tout de même un être humain. Oui, mais s'il déjà... Au-delà du code de la route, oui, mais si déjà le rapport de police dit le contraire, c'est-à-dire le rapport précise, il faut le préciser dans son contenu, que le véhicule a traîné le jeune sur 5 mètres. Oui, mais bon... Il n'occupe pas le fait que le véhicule ait touché le jeune. Mais là, il appartiendrait justement au service de police de contraindre l'ambassade alors à prendre en charge le jeune en question. Moi, je n'ai pas lu le rapport de police, mais encore une fois, s'il est établi que le véhicule de l'ambassade vraiment a percuté les jeunes, donc la responsabilité du chauffeur du véhicule de l'ambassade est vraiment engagée. Je pense qu'il y a moyen quand même de mettre la pression sur l'ambassade. Mais encore une fois, moi ce que j'aurais appris, c'est que c'est notre engin roulant qui aurait percuté le jeune devant le véhicule de l'ambassade et que c'est ce qui a beaucoup plus causé vraiment du mal aux jeunes étudiants. Chose que demande la victime d'ailleurs, qui n'a pas été touché par un autre engin. Oui, mais nous ne pouvons que nous fier au rapport de police, encore une fois. Sauf que la police n'a pas écouté le rapport, la version du jeune. Justement, la responsabilité de la police est engagée. Ouais. Donc la faute est beaucoup plus du côté de la police. C'est la police qui n'aurait pas joué son rôle. Je sais que très souvent, il arrive que des agents de police vraiment fassent un mauvais constat, donc fassent un mauvais rapport sur des cas d'accident. Ils voient tout de suite là celui qui est dans une grosse cylindrée et celui-là qui est supposé être moins nanti, donc n'avoir pas les bras longs comme on le dit, on lui impute vraiment la responsabilité. Donc si tel est le cas, je pense que la faute serait commise vraiment par les agents de la police qui ont établi ce rapport-là. Moi je ne vois pas, outre mesure, je ne vois pas pour quelle raison en fait on incriminerait en tout cas l'ambassade. Je pense que si le rapport de police était vraiment très clair et que la responsabilité du véhicule, sinon du chauffeur du véhicule de l'ambassade était vraiment avérée, il n'y avait pas outre mesure que l'ambassade allait le prendre en charge. Est-ce que c'est votre avis, la police allait et justement mettre la pression et puis exiger que l'ambassade le prenne en charge. Ça, c'est connu de tout le monde. Est-ce que c'est votre avis, Tierno? Est-ce que pour vous, tel que le dit Assimi Ousouaré, l'ambassade dans cet accident n'est pas responsable?
Je ne crois pas que Asmi ait dit exactement que l'ambassade n'est Ben pas si, responsable. il s'est référé au rapport de police. Si le rapport de oui, police dit que mais l'ambassade n'est pas responsable. C'est que Le rapport de police, je le rappelle, il est partial. Malheureusement. C'est votre avis aussi. Hein. Non, mais le problème, c'est que la police qui a la fondamentalement, responsabilité de situer les responsabilités, bon, on ne doit que se fier de on peut que se fier de Même ça. si moi, ce rapport... c'est malheureux parce que, à mon avis, avant de parler de la fiabilité du rapport ou pas, avant de parler de la responsabilité ou pas de l'ambassade de Russie et tout ça, il y a quand même quelqu'un qui est victime. Justement. Et tel que je l'ai vu, il était vraiment nécessiteux d'une prise en charge immédiate et conséquente. Qu'est-ce qui a été fait à l'immédiat? Est-ce qu'on l'a laissé à l'hôpital de lui-même et puis on s'est occupé de savoir si l'ambassade a raison ou pas? Justement, c'est si ce qui a été fait. Et si c'est le cas, c'est dommage parce que l'ambassade, de toutes les façons, est impliquée dans un accident. Ce qui est clair. Maintenant, est-ce qu'il est responsable, qu'on appelle les responsables ou elle ne l'est pas? Pour le moment, elle est impliquée dans un accident de la circulation qui a failli coûter la vie à un être humain. Et qu'est-ce qu'elle a fait à l'immédiat pour aider, pour assister cette personne-là? Rien du tout. Rien n'a été fait. De l'autre côté, on parle du rapport de police tel que vous le dites. Ce rapport a été fait sur la base de la version de l'ambassade peut-être ou de témoins. De quelques témoins selon la police. C'est selon la police, alors que selon ce que vous dites, la victime elle-même n'a pas été entendue et sa version n'a pas été prise en compte. Si c'est le cas, c'est un rapport qui est biaisé. Mais est-ce que l'ambassade de Russie va dire, puisque le rapport de police n'est pas un bon rapport, on s'occupe pas du non, puisque ce n'est pas un bon rapport, nous on estime qu'on est victime quand même, on va les prendre. Non, il faut voir les relations dans le droit public international. C'est une ambassade et ils font avec beaucoup de tact. Lorsque la police déjà leur dit qu'ils ont raison, je pense qu'ils prennent ce rapport avec les deux mains et ils s'en félicitent. Maintenant, au-delà, est-ce qu'ils soient responsables, que ces agents de l'ambassade soient responsables ou pas de l'accident dont est victime l'étudiant? Est-ce que, de façon humanitaire, ils ne pouvaient pas venir en aide quand même à ce jeune pour l'assister, pour l'aider, parce qu'ils sont quand même impliqués dans l'accident de toutes les façons. Peut-être qu'ils sont victimes aussi, peut-être que leur véhicule a été endommagé partiellement. Pas du tout, parce que... Mais je termine là-dessus rapidement. La responsabilité, c'est que nous devons être beaucoup plus exigeants de nos responsables que de cette ambassade. D'abord, la police qui a fait le rapport, mais ensuite, l'autre fait que vous ignorez, c'est qu'il y a un fonds de garantie automobile. Bon, c'est pas comme ça il s'appelle exactement, mais qui aide à prendre en charge les victimes des accidents. Qu'est-ce qui a été fait pour lui? Est-ce que ce fonds, c'est l'ami... Ouri en sait quelque chose. Ouri en sait quelque chose parce que c'est son ami qui est... de quoi il s'agit exactement. Vous savez de quoi il s'agit. Donc, à ce niveau, on va dire le fonds... On va censé connaître ce fonds et savoir comment ça fonctionne. On va dire qu'à ce niveau, c'est l'État qui... Emmanuel, qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez forcément suivi cette actualité sur la toile et sur quelques sites d'information. Quelle a été votre réaction ou qu'est-ce que vous en pensez? Comme tous les Guinéens, d'ailleurs, j'attendais moi aussi d'avoir un éclaircissement par rapport à ce que la police allait produire comme rapport sur cette situation. Mais déjà, tout de suite, on peut dire que si la version du jeune n'a pas été prise en compte, c'est que vraiment le rapport il est biaisé déjà dès le départ. Mais moi, le débat là où je le pose, ce n'est pas une question prise en charge ambassade ou pas. Je vois plutôt cet accident, on en parle parce que c'est peut-être une ambassade qui est impliquée, mais les accidents en Guinée, il y en a tous les jours. On ne peut pas en parler. Si on devait évoquer tous les jours un cas d'accident dans des émissions, je crois qu'on n'aurait pas... il nous faudra une année de plus de 365 jours. Alors, si on parle de ce cas, c'est parce qu'il implique une représentation diplomatique. Et ces gens, ils fonctionnent d'une manière tout à fait, disons, spéciale. Ils ne vont pas prendre en charge tout de suite un accident, même s'il les implique, si un rapport de police ou un rapport d'une institution nationale ne établit pas directement leur implication, leur responsabilité. Et c'est pourquoi j'aurais peut-être souhaité que le rapport de police ait dit que le véhicule de l'ambassade de Russie était dans une position qui violait le code de la route et voir est-ce que l'ambassade allait oui ou non prendre ce jeune en charge. Mais si déjà le rapport dit que l'ambassade, le véhicule était dans ses droits et que c'est plutôt le jeune qui a peut-être enfreint quelque part les règles du code de la route, je crois que l'ambassade est bien et bien dans sa position
de ne pas prendre en charge le blessé. Maintenant, de façon humanitaire, d'accord, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte. On ne peut pas contraindre quelqu'un. Dans une certaine mesure, au-delà que ce soit une représentation diplomatique, ce sont des êtres humains qui étaient dans un véhicule et qui voyaient quelqu'un qui était en train de mourir, si on peut le dire ainsi. Et c'est obligatoire, ça c'est le droit humanitaire international, de venir en aide à une personne qui est quand même en danger. Maintenant, je veux savoir, est-ce que sur place, je disais que je posais le débat sur un on a laissé autre le jeune Zizé dans son sac. Est-ce qu'on l'a assisté, est-ce qu'on l'a apporté sur place? Il s'est retrouvé à l'hôpital, je pense que c'est déjà un début d'assistance, les médecins vont faire le reste. Mais la question que moi je pose, pourquoi est-ce que pour traverser des routes, on est tout le temps obligé de se frayer du chemin entre les véhicules? Je pense qu'il faut voir plutôt... Il était à moto, le jeune, sur une TVS. Voilà, juste sur une TVS ou à pied. La question de nos routes elles-mêmes, c'est un débat qui est entier. C'est un débat qu'on fera certainement dans l'un des numéros de cette émission. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a un certain mépris dans le traitement de ce sujet, parce qu'on s'est rendu tout de même à l'ambassade. Et le conseiller du ministre de la Sécurité, appelé par le représentant du ministère des Affaires étrangères de la Russie, a été reçu dehors par l'intérieur de l'ambassade. On a vu dans quel état il se trouvait lorsqu'il a constaté ces faits-là. Ça vous dire combien de fois l'ambassade, je dirais que n'a pas pris en considération l'état de ce jeune. C'est mon avis. On va me l'arracher. Voilà, donc. On le respecte. Voilà, on poursuit cette émission, le Club de l'actu, avec cette actualité qui forcément a marqué la une des éditions d'information, des télévisions, des radios, également des sites. C'est bien sûr cette découverte de la tombe de la Doura Diallo du côté de Mafaria dans Forêt-Carrière. Le site d'information Africa Guinée, Mosaïque, également Gangan, peut-être Africa 24, on a parlé. On y va tout de suite pour cet extrait du reportage que nous a signé Moussa Moïsila, notre envoyé spécial du côté de Mafaria. On revient après. Quelques actions de coupe-coupe et premier coup de pelle pour éventrer cette fosse où est enfoui un corps depuis plus de 4 mois. Au milieu de nulle part, dans cette petite forêt du district de Malaya, dans la préfecture de Forêt-Carrière, le corps d'El Hadj Abdraman Diallo, communément appelé El Hadj Doura, a été mis en terre. Ces ravisseurs, qui l'ont enlevé depuis le 5 décembre 2017, expliquent dans quelles circonstances El Hadj Doura a trouvé la mort. J'ai dit, attends, je vais vérifier comment l'état de vie, parce qu'il faisait le quai, mais c'est calmé. Lorsque je suis venu, j'ai touché le vieux, ça ne mouvmente plus. Après, je fais, comment dirais-je, enlever ce qu'il est porté comme ça, j'ai touché le cœur. Ça trouvait que ça ne fonctionne pas. Le matin, moi je suis sorti, j'ai laissé El Hadj Doura vivant. Je suis sorti maintenant pour partir acheter les manger de El Hadj Doura parce qu'il mange les fonio avec la foutille. Je suis venu jusqu'à Ocase maintenant, j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé le monsieur là, ici comme ça. Je l'ai vu assis, découragé. J'ai dit, il y a quoi? Il a dit, ah, grand, vraiment, El Hadj a décédé. Et j'ai dit, non, ça ne peut pas faire ça. Je l'ai remis, après je l'ai pris maintenant. J'ai dit, non, ça c'est la mort maintenant. El Hadj Mamadou Diallo, le cerveau de la bande, affirme que son ambition démesurée est à l'origine de son acte ignoble. Pour l'exhumation, le haut commandement de la gendarmerie nationale, sous la vigilance d'une juge d'instruction, a pris toutes les dispositions. Le site est quadrillé par des gendarmes armés depuis le 26 avril 2018. Après plus de 2 heures de fouilles, sous la clairvoyance du médecin légiste, le corps d'El Hadj Doura, complètement décomposé, apparaît dans la fosse, emballé dans un drap. Sur l'identité du défunt, le médecin légiste ne laisse planer aucun doute. On avait certaines données antemortem de El Hadj Doura que nous recherchons. Nous avons pu sur place vérifier certaines données antemortem qui sont révélées également en rapport avec l'identité de El Hadj Doura. Donc à ce stade, on peut affirmer que le corps qui a été exhumé ce matin est bien le corps de El Hadj Doura. Parmi les suspects arrêtés, 2 maîtrisent les armes. L'un est élève policier et l'autre est militaire radié des effectifs de l'armée. Le corps du vieil homme, octogénaire,
a pris finalement la direction du laboratoire du médecin légiste où d'autres analyses médicales l'attendent.